Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis et des chiffres d'inflation les plus importants pour la Fed, ce qu'on appelle l'inflation PCE. Nous avons eu une petite surprise cet après-midi avec un rebond de l'inflation PCE plus fort qu'attendu. Le consensus pour l'inflation sous-jacente, donc qu'on appelle l'inflation core PCE, qui est donc l'inflation hors alimentation et hors énergie, la mesure donc la plus surveillée par la Fed, elle a rebondi à 2,7% en variation annuelle, alors qu'elle était à 2,5% le mois d'avant, mais sachant que le mois précédent a aussi été révisé à la hausse à 2,6%. Donc, surprise par rapport au mois précédent qui a été révisé et chiffre publié plus important que le consensus. Est-ce que c'est un élément important? Ça l'est dans une semaine qui aura été marquée par l'audition de Jérôme Powell devant des commissions du Congrès américain sur 2 jours, donc face à des sénateurs, mardi et mercredi, et une semaine qui aura encore été une semaine de tension forte entre le président américain et le président de la Fed, mais aussi entre les membres de l'administration Trump et le président de la Fed. Et donc, ce rebond de l'inflation, effectivement, il va pour l'instant plutôt dans le sens de ce que Jérôme Powell anticipe. Jérôme Powell a répété à plusieurs reprises durant les dernières réunions de la Fed que l'incertitude forte liée aux taxes douanières et le risque que ces taxes douanières créent un rebond de l'inflation pendant quelque temps aux États-Unis empêche du coup la Fed de baisser les taux notamment. Eh bien, on a un petit rebond là effectivement qui a été visible sur la dernière publication et donc je ne dis pas que ça laisse présager à coup sûr que le mois prochain ce sera pareil, mais en tout cas ça s'inscrit dans les mises en garde de Jérôme Powell, et ça effectivement ça déplaît très fortement au président américain. On rappelle que Donald Trump est coutumier du fait d'insulter depuis plusieurs mois Jérôme Powell. Cette semaine il a encore traité d'imbécile, de personnes à faible QI, et d'autres membres de l'administration également se sont lâchés cette semaine. Le secrétaire au commerce américain a dit sur X que c'était pas qu'il fallait que la Fed, que Jérôme Powell arrête de nuire aux Américains, que le vice-président J.D. Vance qui s'est interrogé sur le fait que Jérôme Powell avait baissé les taux à l'automne dernier alors que l'inflation était plus élevée et que maintenant il ne veut plus les baisser, occultant au passage le fait de rappeler que le marché de l'emploi s'était dégradé une partie de l'année dernière, notamment justement avant les baisses de taux qui avaient commencé en septembre, sur toute la seconde partie du premier semestre et une partie de l'été, les chiffres de l'emploi s'étaient dégradés, ce qui avait poussé la Fed à commencer à baisser les taux. Donc Jérôme Powell a subi des attaques comme ça fortes cette semaine, et surtout probablement qui étaient un peu coordonnées parce que toutes sont intervenues mercredi après-midi au deuxième jour donc de l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès. Donc ils ont profité de cet événement-là, que ce soit Trump, son secrétaire au commerce et le vice-président, pour via les réseaux attaquer le président de la Fed. Donc il y a toujours cette tension très très palpable et on apprend aussi que potentiellement Trump voudrait nommer le plus rapidement possible le successeur de Jérôme Powell, alors qu'habituellement c'est des choses qu'on fait plutôt en fin de mandat et qu'on annonce un petit peu au dernier moment pour justement ne pas parasiter la fin du mandat du président toujours en exercice. Et là on voit bien qu'il y a une inimité très forte entre Trump et le président de la Fed, et donc pour nuire à Powell, il n'y a que ça comme explication, Donald Trump chercherait apparemment dès la rentrée à nommer, alors que la fin du mandat de Powell c'est mai 2026, donc dans à peu près un an, et bien Jérôme Powell pourrait très rapidement, là à la rentrée, nommer et dire qu'il a nommé comme nouveau président. Comme ça, eh bien, ça crée une sorte d'interférence, de parasitage de la communication de Powell. Et ça, effectivement, de mon point de vue, ce serait dommageable par rapport à la crédibilité de la Fed et le fait de laisser l'institution travailler de manière indépendante, ce qu'elle est. On rappelle que le président américain n'a pas autorité pour virer un président de banque centrale, mais après effectivement vu qu'il ne peut pas le faire et que c'est quelque chose qui l'horripile profondément, il peut faire ce qu'il fait là depuis plusieurs mois, c'est-à-dire insulter le président de la Fed, le juger d'incapable et puis annoncer très rapidement le nom de son successeur, là aussi pour peut-être faire parler de son successeur et comme ça parasiter globalement les messages de Jérôme Powell. Donc pour l'instant les marchés actions semble assez peu sensible à tout ça. Pour autant, attention quand même à l'indépendance de la Fed, c'est un des piliers de la crédibilité américaine sur les marchés mondiaux notamment. Donc voilà, quelque chose qu'il faut quand même regarder avec attention. Et cette semaine, donc, il y a eu des tensions très vives de ce côté-là. Qu'a dit Jérôme Powell devant le Congrès sur l'aspect, on va dire, un peu plus, cette fois-ci, normal du mandat de Powell. On rappelle que l'exercice devant le Congrès intervient 2 fois par an. Et donc, il explique aux sénateurs qui lui posent des questions le processus de décision de la Fed. Il répond aux questions
et ce qu'il a rappelé, et qu'il avait déjà dit lors des réunions de la Fed, mais là qu'il a rappelé aux sénateurs, qu'il a rappelé à la classe politique directement et de manière publique, que toutes les études au sein de la Fed et même des études extérieures à la Fed pointent vers un relèvement de l'inflation, un rebond de l'inflation dans les mois qui viennent par rapport aux taxes douanières. Et Powell dit c'est notre rôle d'être prudent. En gros, ce qu'il dit en filigrane, c'est que imaginez que l'inflation rebondisse et qu'on baisse les taux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on nous reprocherait d'avoir baissé les taux? Donc, Powell, là, il est en train de dire, notre job, c'est de s'assurer qu'effectivement l'inflation soit sous contrôle et que la politique commerciale américaine ne crée pas de rebond trop fort de l'inflation, ce qui nous permettra à ce moment-là de baisser les taux. Donc, lui fait passer le côté prudence avant le côté éventuellement anticipation, mais parce qu'il explique qu'il n'y a pas de certitude à ce stade et que donc on ne peut pas non plus y aller franco sur les baisses de taux dans un contexte où la certitude que l'inflation continue de baisser n'est pas là, parce que, mais il indique bien, parce qu'il y a des questions d'ordre commercial, de politique commerciale qui sont intervenues, et il a fait comprendre aussi que si ces décisions commerciales n'étaient pas intervenues, probablement qu'effectivement, oui, la Fed aurait plus de visibilité pour la Fed, ça veut dire, oui, probablement des baisses de taux qui seraient déjà intervenues là, dès le deuxième trimestre. Donc, c'était un exercice de communication de Jérôme Powell devant le Congrès qui a rappelé pourquoi il ne baissait pas les taux. Et je vais dire que les chiffres du jour de l'inflation corps PCE à 2,7%, bien 2,7%, on a beau dire que oui, effectivement, c'est proche de 2%. C'est pas si proche que ça, 2,7%, sachant qu'on est dans un range d'inflation entre 2,7 et 2,9%, pardon, 2,6 et 2,9% depuis 14 mois maintenant consécutifs pour cette mesure d'inflation la plus importante pour la Fed que l'inflation corps PCE. Donc il y a bien un plancher en dessous duquel l'inflation n'arrive pas à passer et effectivement ça justifie les propos de Jérôme Powell devant le Congrès et en forme de réponse implicite à Donald Trump. Donc ça c'était les gros événements de cette semaine. On a également eu là en cette fin de semaine, justement au moment où les chiffres d'inflation étaient publiés, des données également sur les Américains, sur les dépenses de consommation, sur le revenu personnel des Américains, et les deux chiffres sont ressortis assez nettement en dessous du consensus et donc en repli les deux chiffres. Signe qu'on assiste peut-être, on avait déjà parlé de le podcast précédent, qu'on observait 2 mois de repli consécutifs des ventes au détail aux États-Unis, et là ces données à la fois sur les dépenses de consommation et le revenu personnel vont un peu aussi dans ce sens-là. Et c'est en quelque sorte une sorte de reflet de ce qu'on voyait dans les enquêtes auprès des consommateurs ces derniers mois, dans les enquêtes que ce soit celles de l'Université du Michigan ou celles du Conference Board. On a vu que ce qui est ressorti depuis quelques mois, c'est effectivement la crainte des consommateurs d'un rebond de l'inflation lié à la politique commerciale. Et finalement, ce qu'on voit dans les données des consommateurs américains depuis 2 mois, c'est un peu ça qui se manifeste, de manière un peu moins extrême que ce qui ressort dans les enquêtes, certes, mais c'est quand même une modération de la consommation, avec effectivement en parallèle de ça, une inflation qui ne progresse pas vers l'objectif, et même là, qui est un petit peu rebondi. Je rappelle que les chiffres d'inflation qui ont été publiés aujourd'hui, c'est l'inflation du mois de mai, que l'on a connu donc, dont on connaît les chiffres au mois de juin. Donc le mois prochain en juillet, on connaîtra les chiffres du mois de juin. Et c'est là qu'on verra effectivement, et c'est ce que dit Jérôme Powell, il nous faut une période comme ça de quelques mois. Lui, il vise clairement l'été, toute la période juin, juillet, août, etc., pour se faire un avis, et ensuite si l'inflation n'est pas plus forte que ça, oui, les taux baisseront à nouveau en septembre. Je rappelle que les probabilités de baisse de taux pour le mois de juillet, elles sont seulement de 20%. Donc 80% grosso modo qu'il n'y ait pas de chance à ce stade, c'est ce que price le marché en tout cas via les futurs sur les Fed Funds, 80% de chance, de probabilité on va dire, qu'il n'y ait pas de baisse de taux au mois de juillet. Donc le focus reste sur le mois de septembre, surtout après l'intervention de Jérôme Powell cette semaine. Dans ce contexte, donc on pourrait se donner que la volatilité reste faible. On a 16 de volatilité sur les actions américaines, c'est le VIX donc qui mesure la volatilité du SP500, 16 de volatilité, c'est faible, et moi je trouve ça d'autant plus faible après les chiffres qu'on a aujourd'hui. Une inflation résiliente qui rebondit même un petit peu, des éléments par rapport aux consommateurs plus faibles sur la partie revenus, sur la partie dépenses. Je trouve ça étonnant que le marché, qui a battu des records d'ailleurs, vous savez qu'en cette fin de semaine elle est aussi marquée par les records sur le SP500, records battus, dans un environnement où pourtant les prévisions de croissance cette année sont toutes revues à la baisse pour les États-Unis, où la question de l'inflation est toujours présente, où il n'y a pas plus de baisse de taux que ça pour l'instant, où les accords commerciaux,
il y a encore besoin de temps pour ça. Scott Bessent, aujourd'hui le secrétaire au Trésor, a laissé planer la date du Labor Day, donc, qui est une date en septembre, comme une date où potentiellement l'ensemble des accords avec les partenaires commerciaux auront été trouvés. Septembre, je rappelle que la guerre commerciale a démarré en avril. Avril, mai, juin, juillet, août. Si réellement tout est finalisé en septembre, ça veut dire qu'on aura quand même eu 2 trimestres complets d'incertitude, même s'il y a eu des détentes avec la Chine, voilà, mais des accords signés définitivement, en tout cas pendant quelques temps, pour Scott Bessent, ou plutôt grosso modo, c'est au niveau du Labor Day, donc c'est-à-dire c'est à la fin de l'été. Donc, vous voyez, on est quand même là sur une dose je trouve, d'enjeux qui sont forts, comme la question du budget américain. Le Big Beautiful Bill de Trump doit toujours passer l'étape du Sénat. Ça non plus, c'est pas réglé. Donc, il y a encore des accords commerciaux à trouver, il y a encore des questions budgétaires à régler, il y a des données macro américaines qui montrent plutôt un ralentissement à nouveau ces 2-3 derniers mois, des statistiques immobilières relativement faibles, dans un environnement de taux qui reste donc élevé. Est-ce que ça, c'est un environnement parfait pour les actions? Habituellement, non, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'une volatilité à 16, c'est relativement peu en fait, dans ce genre d'environnement-là qu'on vient de décrire. Donc, voilà pour le récapitulatif de cette semaine. Dernier chiffre macro qu'on a eu côté États-Unis également, c'était enfin un des chiffres importants, c'est le PIB pour le T1. Il est ressorti à moins 0,5%. Première estimation, je rappelle, ça avait été moins 0,3. Deuxième estimation, moins 0,2. Chiffre final, moins 0,5. Donc, on est là aussi sur quelque chose de moins bon que les estimations précédentes. Et puis surtout, ça met un peu en porte-à-faux les membres de l'administration américaine, dont on rappelle qu'après la première publication à moins 0,3%, la plupart avaient juré leur grand Dieu que ce chiffre initial serait révisé largement positif par la suite. Ça n'a pas été le cas. Oui, donc on est comme ça sur une phase où des interrogations sont clairement là sur le momentum économique américain, avec tous les gros dossiers qu'on vient de citer, le budget, les accords commerciaux, la saison de résultats qui va bientôt commencer, donc aux alentours du 10 juillet aux États-Unis, quelques enjeux quand même plutôt importants et avec une visibilité plutôt réduite, ce qui est donc pour moi incompatible avec une volatilité aussi faible sur les marchés actions américains. Rapidement, quelques secondes, les décisions, ce qui nous attend la semaine prochaine, on aura lundi les indices d'activité en Chine, PMI en Chine, donc indice d'activité donc à suivre. On aura ensuite les chiffres de vente au détail pour l'Allemagne. On aura pour la zone euro des chiffres concernant la masse monétaire et les prêts en zone euro, donc c'est toujours important pour mesurer la dynamique de crédit en zone euro. On aura l'après-midi des indices d'activité PMI Chicago, ça c'est pour les États-Unis, plusieurs speakers de la Fed ainsi que Christine Lagarde. Et la semaine prochaine, donc en début de semaine, s'ouvrira le forum des banquiers centraux à Sintra au Portugal. Ça intervient chaque année ce forum où se retrouveront d'ailleurs Christine Lagarde, Jérôme Powell et d'autres. Donc ce sera le sujet pour le mardi la semaine prochaine où justement Jérôme Powell s'exprimera en direct du forum de Sintra, Christine Lagarde aussi. Donc voilà, à nouveau Jérôme Powell la semaine prochaine. On aura des PMI d'activité au Japon dans la nuit de lundi à mardi. On aura des chiffres d'inflation en zone euro qu'on surveillera un peu comme maintenant, vu que la BCE a beaucoup avancé dans ses cycles de baisse de taux. Est-ce que l'inflation, les proches chiffres d'inflation resteront compatibles avec de nouvelles baisses de taux, ou est-ce qu'on aura des petits mouvements un peu de rebond de l'inflation qui pourraient limiter la capacité de la BCE à baisser les taux? C'est ce qu'il faut surveiller quand le cycle comme ça de la BCE a déjà bien avancé. Donc chiffre d'inflation pour la zone euro mardi prochain. Dans l'après-midi, mardi, on aura ISM manufacturier. Attention, les gros indicateurs commencent à arriver. ISM manufacturier. Le chiffre JOLTS également, c'est une semaine de l'emploi la semaine prochaine aux États-Unis. JOLTS, c'est le nombre d'emplois disponibles aux États-Unis. Première donnée de l'emploi de la semaine prochaine. Mercredi, chiffre ADP, la deuxième donnée importante, le chiffre privé, mais le chiffre ADP des créations d'emplois aux États-Unis. On aura également des datas sur les licenciements via le rapport qu'on appelle le rapport Challenger. Ce sera également publié mercredi. Et puis attention, c'est la nouveauté la semaine prochaine, enfin nouveauté, le petit changement. On aura le rapport sur l'emploi le jeudi cette fois-ci, pas le vendredi. Vous savez pourquoi, fête nationale américaine le vendredi, donc les statistiques sont avancées. Habituellement le rapport sur l'emploi c'est le vendredi, là nous l'aurons jeudi prochain, donc le rapport sur l'emploi, avec aussi tout ce qui est donné ISM Service, un gros indicateur d'activité qu'on se verra, les commandes industrielles aux États-Unis, le jeudi également. Donc 4 juillet, vendredi prochain férié aux États-Unis, en Europe on se verra les commandes industrielles du côté de l'Allemagne. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.